bienvenue. L'objet aujourd'hui, c'est de parler de la confiance. C'est pourquoi nous accueillons Isabelle Henkens qui est avec nous pour vous parler de la confiance et de votre expérience respective sur le sujet dans vos entreprises, de voir les impacts que ça peut avoir quand on a de la confiance ou de la défiance, de la méfiance. Donc je suis Dora Grab, je suis responsable au sein de Jenny Deslieux du pôle consulting qui s'occupe de la programmation et de l'accompagnement au changement. Donc j'échangerai avec Isabelle Henkens à qui je vais poser des questions et réagir par rapport à ce qu'elle dit au regard de l'expérience qu'on peut avoir au sein de Jenny Deslieux sur les projets et les entreprises que l'on accompagne et les différents éléments auxquels nous sommes confrontés à propos de la confiance sur les projets d'aménagement des espaces de travail. Alors, Isabelle, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Donc, bonjour à tous et merci à Jenny Deslieux de m'accueillir. Je suis juriste et psychologue. Je suis belge et j'ai un parcours international. J'ai été chasseuse de tête pendant une première partie de carrière et en 2002, j'ai créé ma propre activité focalisée sur la santé et le bien-être en entreprise. Donc j'ai commencé ça en 2002, bien avant que ces sujets soient sur les agendas des comités exécutifs. Donc je travaille avec des experts qui vont du psychiatre au sophrologue, du masseur à la nutritionniste, du kiné au préparateur sportif. Et il se fait que ces dernières années, mes clients ont commencé à m'interroger sur de nouvelles questions. Et ces questions, elles tournent de comment est-ce qu'on peut fédérer l'épanouissement individuel autour du projet collectif. Parce que maintenant, le bien-être au travail, l'épanouissement au travail, plus qu'une aspiration, c'est peut-être presque un droit. Et donc, comment est-ce que on fait en sorte que cet épanouissement, il soit quand même au service d'un projet collectif et que ce projet collectif, il donne sens à l'épanouissement individuel. Et c'est un peu comme ça que, dans un cas concret, on en est arrivé à parler de la confiance avec un client. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, on va parler de la confiance. Peut-être la question qui vous taraude tous, c'est comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la confiance ? Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Je crois qu'on s'intéresse toujours à la confiance en cas de crise. C'est quand tout à coup il y a un gros problème de confiance qui se produit qu'en général les entreprises font appel à des gens comme moi ou d'autres consultants. Dans le cas dont je vais vous parler, c'est une entreprise qui était un client de longue date, qui était dans les services financiers. Ils ont 400 personnes ici à Paris. Et ils avaient pris une équipe de 35 personnes qu'ils avaient mis sur un plateau Régus parce qu'ils avaient des consultants externes qui venaient travailler dans leurs locaux sur un très gros projet. L'équipe avait très mal pris ce déménagement. Et au bout de 3 jours après le déménagement, il y a une des collaboratrices qui est rentrée chez elle, qui a fait un arrêt cardiaque et qui est décédée. Or, le contexte était une équipe de 35 personnes. La moyenne d'ancienneté, c'était au-delà des 20 ans. Et donc, d'une part, ce décès a eu un très grand retentissement dans l'équipe. Mais les syndicats se sont emparés du sujet, donc procédure d'alerte. L'inspection du travail est venue mener une enquête, voilà. Et donc, mon client m'a dit, voilà les conclusions. Maintenant, il faut raccrocher les wagons, ta carte blanche, voilà. Et c'est comme ça que j'ai organisé une journée avec cette équipe. J'ai travaillé par le biais du théâtre pour les faire mettre en scène en fait le ressenti de manière tout à fait décalée par rapport aux faits, mais pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait, quel était leur état d'esprit, pour leur faire exprimer aussi leur désarroi. Et à partir de là, je leur ai demandé d'élire 6 personnes avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, en les rencontrant 2 fois par mois. Et ces 6 personnes, je leur ai dit, sur quoi vous voulez commencer, par quoi est-ce qu'on commence ? Et ils ont dit la confiance. Nous, on n'a pas confiance dans notre management. Et c'est comme ça que cette aventure a démarré. D'accord, merci. Alors, on a un petit peu envie de se poser la question, avant de traiter le sujet, de la définition
de la confiance. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Déjà, est-ce que dans cette salle, on y met les mêmes termes? Avant de vous donner une définition de la confiance, je voudrais vous interroger en fait. Et vous demander à vous. Alors, je vais prendre mon stylo magique. Voilà. Qu'est-ce que c'est la confiance pour vous? Alors. Oh, pardon. Le respect des engagements. Je vais mettre ça en lien avec la fiabilité, respect des engagements. La non-trahison. Le non-contrôle. La réciprocité. La co-construction. Pardon? Le dialogue. Dialogue. Quand est-ce que vous savez que quelqu'un vous fait confiance? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous fait confiance? Pardon? Délégation. Alors, il le dit, il dit je vous fais confiance. Il le dit. On dit. Attendez, je vais faire confiance. Je vais changer celle-là, la couleur. Hein. Voilà. Cloups, vous avez vu le tableau magique, c'est génial ça. Hein. Ça te donne des responsabilités. Ok. Il ne le dit pas deux fois. Ok. Je le dis une fois. Ok. Quoi encore? Respect. Respect mutuel. Mutuel. Quoi encore? Quand est-ce que vous savez que quelqu'un vous fait confiance? Il lâche des brides. Il lâche des. C'est ça, ça cache. Il est décontracté. Lâche. Des brides. Ok. Décontracté. Ouais. Quoi encore? Comment est-ce que vous savez que quelqu'un vous fait confiance? Il se confie. Quoi encore? Il laisse de l'état. Ok. Oh, merde. Ouais, c'est ça. Attends. Ouais, bon. Il demande un conseil aussi. Dans Ah. le sens qu'il y a une réciprocité. Commande, conseil. Bon, je vais encore avoir un problème. Ah, merde, ouais. Évidemment. Voilà. Hop, ça, excusez-moi. Et là, On va le déplacer par là, hop. dans le post-it en lui-même, Alors, sans le point. bon. Voilà. Bon. Quoi encore? Il ne se met pas en position de pouvoir. Il se met pas en pouvoir. Un pouvoir. Il montre ses faiblesses. Un. Il montre ses failles. Ok. Montre ses failles. Alors, hop. Ouais.
Bon, c'est là où je bug toujours. Hop, hop, hop. Bon. C'est bon. Voilà. Quoi encore? Visibilité. Voilà. Bon, c'est intéressant, on va revisiter ce sujet. Pardon? Quelque chose. Non, mais ça m'intéresse parce qu'on va peut-être reboucler avec ça. D'un point de vue juridique, vous pouvez donner des délégations. Ok. C'est quand on se comprend, oui. Quand on se comprend directement. On se comprend. On se comprend, oui. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose, on se comprend. C'est quelqu'un qui Dit ce qu'il... Oups là. Enfin, bon. Donne du pouvoir d'agir. Donne du pouvoir d'agir. Donne du pouvoir d'agir. Allez, hop. Bon. Alors là, je vais avoir un petit problème parce que... qu'est-ce qui fait vaciller la confiance? Alors, je me rappelle... La trahison, ok. Ok. Encore, pardon, qu'est-ce... La faute. Faute. Mensonge. Qu'encore? Non-respect des engagements. Non-respect. Non. Manipulation. Cacher l'information. Ok. Cacher. Cacher l'info. L'indécision. Indécision. Des engagements. Je pense qu'on pourrait probablement dire encore beaucoup de choses, hein. Mais si vous voulez, si vous regardez dans le dictionnaire la définition de la confiance, c'est en fait se sentir en sécurité avec quelqu'un, et c'est aussi l'assurance qu'on peut avoir en prenant conscience de sa valeur. Alors, ça, c'est la définition dans le dictionnaire de la confiance. En anglais, ils ont deux mots pour la confiance. Ils ont trust, et ça fait référence en fait aux compétences et à la capacité de quelqu'un de délivrer des résultats. Donc, c'est plus sur le versant des capacités. Et puis, il y a le mot confidence. Et confidence, ça veut dire que ça concerne la moralité de quelqu'un, l'intégrité de quelqu'un et l'attachement à ses valeurs. Donc, vous pouvez tout à fait avoir confiance en quelqu'un, en ses capacités d'agir, en ses compétences et pas du tout en son intégrité et vice-versa. C'est quoi l'opposé de la confiance? C'est intéressant parce qu'il y a la méfiance, effectivement. Et la méfiance, c'est quoi? C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a toujours peur d'être trompé. Mais il y a aussi, et je veux peut-être insister un tout petit peu là-dessus parce que je vais vous donner des statistiques après qui illustrent ça, il y a la défiance. Et la défiance, c'est autre chose. La défiance, c'est affirmer sa liberté de penser. Et ça, c'est... raconte-moi toujours, moi, je ne suis pas dupe. Et je vous dis ça parce que la défiance, c'est un rejet, c'est nourri par le rejet, tandis que la méfiance, c'est nourri plutôt par le doute. Et en France,
eh bien, vous êtes un peu avec l'Italie, enfin je dis vous, mais enfin je pourrais dire nous, parce que maintenant ça fait presque 20 ans que j'habite ce pays, mais on est les champions de la défiance et de la méfiance. Enfin, presque les champions. La défiance, ce sont les pays méditerranéens qui sont les champions de ça, avec l'Italie et la Grèce. Et donc, la défiance, ça va de pair, en fait, avec la tolérance à l'incivisme, assez curieusement. Donc, ce sont des pays où voilà, les gens, par exemple, ne payent pas le métro, on les voit, etc. Voilà, il y a une certaine tolérance à l'incivisme, et c'est un exemple que j'ai en tête, je pense qu'on peut en trouver beaucoup d'autres. Et sur le plan de la méfiance, par exemple, l'OCDE a fait une enquête, ils ont posé la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire confiance à autrui ? En France, il y a 21% des Français qui disent oui. C'est 3 fois moins que les Scandinaves, par exemple. Et donc, sur les 26 pays européens, la France est en 24e position. Donc, c'est vrai qu'en France, la population en général est plutôt plus méfiante et plus défiante que le reste de la population en Europe. Voilà, c'est juste un petit éclairage. Et finalement, que sait-on de la confiance en entreprise ? Qu'est-ce qui se passe en entreprise ? On parle de confiance horizontale, de confiance verticale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la confiance en entreprise ? J'aimerais bien aussi avoir votre retour. Vous avez évoqué plusieurs mots de définition sur la confiance. Que pensez-vous, vous, de votre expérience, pas forcément simplement d'aujourd'hui, mais de votre expérience générale dans le monde du travail ? Avez-vous plutôt été dans des climats de confiance, dans des climats de défiance, de méfiance ? Qu'est-ce que vous observez aussi de votre côté ? On va faire autrement. Qui a confiance en son... Ah oui, c'est un peu compliqué parce qu'on est chez Génie des lieux, il y a des personnes qui y travaillent. Alors si je demande qui lève le doigt pour dire s'il a confiance en l'entreprise, je mets peut-être certaines personnes dans une difficulté. Mais... Voilà. Est-ce que vous pensez que les gens sont plutôt confiants ou pas en entreprise ? Je vais vous donner quelques chiffres, en tout cas. Ça dépend lesquels. Ouais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est important pour tout le monde. Il y a 97% des gens qui disent « Ah oui, c'est très important la confiance en entreprise ». Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est que 95% des patrons pensent qu'ils ont la confiance de leurs salariés. En revanche, il n'y a que 55% des salariés qui disent qu'ils ont confiance dans leur manager, dans leur patron, dans le top de l'entreprise. Et donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a un vrai gap là. C'est que les patrons, ils pensent que tout va bien, qu'ils ont la confiance, alors que dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Et le MEDEF a fait une grosse enquête là-dessus en 2015. Et en fait, il y a 47% des salariés en France qui disent qu'ils ont confiance dans leur entreprise. 13% sont défiants. Et donc, il y a 39%, si je ne me suis pas trompée dans les chiffres, mais je ne crois pas, 39% des gens qui sont, si vous voulez, le ventre mou et qui disent alors moi, la com de l'entreprise, j'y crois pas du tout. Le storytelling, j'y crois pas du tout. Le projet d'entreprise, ne me le racontez plus, je passe mon tour. Et c'est ce ventre mou-là, c'est 39% qui sont effectivement l'objet, si vous voulez, de toutes les politiques d'engagement vers la confiance. Parce que si on peut entraîner ou en tout cas donner des clés pour obtenir la confiance de ces 39%, après je vous parlerai un petit peu des conséquences de la confiance, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement, etc., etc. Mais finalement, pourquoi on est en train de parler de la confiance en entreprise ? En quoi ça peut intéresser les entreprises de parler de confiance ? Est-ce que ça a un lien réel à la performance ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est prouvé ? Oui. D'une part, il y a un lien extrêmement fort, je ne vais pas dessiner, mais il y a un lien extrêmement fort entre la confiance et l'engagement des salariés dans l'entreprise et la créativité. À partir du moment où les gens ils ont confiance en l'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont beaucoup plus autonomes. On voit que la résolution des problèmes, elle se passe à leur niveau, elle se passe au bas de l'échelon. Elle ne remonte pas dans les hiérarchies. Ça veut dire que les actions sont beaucoup plus rapides, que la réactivité de l'entreprise est beaucoup plus rapide et que les gens sont beaucoup plus créatifs.
il y a beaucoup plus de prise de risque quand il y a de la confiance dans l'entreprise. Alors, il y a autre chose qui est intéressant. Je me suis focalisée sur la France pour préparer cette conférence. Et à un moment, je me suis dit, tiens, les Hollandais, comment ils font? Parce que je parle néerlandais, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant de voir un peu comment ils voient les choses. Et en Hollande, ils ont fait une recherche, et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un lien. Bon, je vais faire un petit dessin ici. Enfin bon, je ne vais pas faire de dessin, je vais l'expliquer, mais c'est assez simple. Mais en fait, si vous avez la confiance de la base de l'entreprise, vous avez la confiance de vos clients. Je vous explique ça. Si vous allez, dimanche prochain, je vous donne un nom parce que c'est mon client, chez Brico Dépôt, vous allez acheter, je ne sais pas quoi, des tuyaux. Hein. Si votre vendeur de Brico Dépôt a confiance dans son entreprise, eh bien, vous allez avoir la même confiance en Brico Dépôt que votre interlocuteur de base. Donc, si Brico Dépôt, il peut augmenter le niveau de confiance de son collaborateur de base, indirectement, il augmente la confiance en son entreprise de son client. Et donc, en Hollande, ils prêtent énormément d'attention à ça. Et parce que le lien est efficace. Et eux, leur politique pour développer la confiance en entreprise, c'est simplement de dire traitez vos collaborateurs comme vous traitez vos clients. C'est une façon de faire. Et aujourd'hui, nous, on entend beaucoup parler du télétravail. Souvent, d'ailleurs, dans nos projets qu'on accompagne au sein de Jane Delieu, on nous parle du levier, par exemple, de télétravail ou de pratique des tiers-lieux pour augmenter le degré de responsabilisation, d'autonomie au sein des équipes, etc. Du coup, ça me fait penser à la confiance. Est-ce qu'il y a eu un lien entre le développement de ces nouveaux modes de travail, de ces nouvelles pratiques, avec la confiance ou pas? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une différence entre le fond et la forme. C'est-à-dire que le télétravail, c'est comment on travaille et que c'est vraiment valorisé quand les gens y ont accès. C'est-à-dire que moi, je vois dans les entreprises, il y a des entreprises pour qui c'est vraiment un fait acquis, il y en a d'autres qui vont passer le pas. Et les gens, ils peuvent attendre ça vraiment avec beaucoup d'impatience et mettre beaucoup de pression parce que leur qualité de vie au travail pour eux est vraiment améliorée. Mais ils vont valoriser ça pendant un moment T. Et là, ils vont se dire, ça, c'est vraiment une marque de confiance. Et puis ça, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Mais après, c'est très rapidement banalisé. Et ça ne règle pas les questions de fond. C'est-à-dire que qu'ils soient à la maison ou qu'ils soient dans les bureaux, s'il y a des incohérences entre le discours de l'entreprise et les pratiques et qu'il y a des crises de confiance, qu'on soit à la maison et qu'on travaille à la maison ou qu'on travaille dans l'entreprise, pour moi, ça n'a pas d'impact. Et l'espace de travail dans tout ça, on a Génie des lieux, du coup on a envie de s'interroger sur les espaces, le lien, espace, confiance. Alors, avec Pierre tout à l'heure, je donnais un très bel exemple qui est très glamour, mais voilà. Pour moi, il y a deux choses dans mon expérience que je veux dire sur la déclinaison de l'espace et la confiance. Je vous ai parlé de ce cas de crise où je suis intervenue avec cette équipe de 35 personnes qui étaient sur son plateau Régus. Dans une situation. Bon, alors, d'une part, ils étaient très malheureux à cause du décès de leurs collègues, et ils n'étaient pas du tout contents pour diverses raisons. Mais il y avait une chose, par exemple, sur laquelle se cristallisait ce mécontentement, et c'est quelque chose qui a été le leitmotiv du premier séminaire que j'ai fait avec eux. C'était les toilettes. C'était un plateau de 35 personnes, 24 femmes. Il y avait une toilette homme, une toilette femme, et il se fait qu'ils avaient des problèmes de fonctionnement, elles étaient régulièrement bouchées. Or, pour aller aux toilettes sur les autres étages, ils avaient des badges, et leurs badges ne permettaient pas d'accéder aux toilettes des autres étages. Et donc, après le séminaire, moi j'étais voir mon client, qui était le patron de l'entreprise, je lui ai dit, bon ben voilà, pas numéro 1 pour gagner la confiance de tes salariés, tu règles ce problème de chiottes maintenant. Et donc, il me dit, ouais, non, mais les services généraux sont dessus, je l'ai même donné à mon juriste. J'ai dit, c'est pas assez bon. Tu les fais venir dans ton bureau, tu n'as pas le patron de Régus s'il faut, mais il faut que ton problème il soit réglé maintenant.
Parce que, et ça c'est un peu le sens de mon discours, c'est que, et on va revenir au post-it qu'on a fait, mais moi, mon rapport aux valeurs dans l'entreprise, c'est qu'on peut parler de respect, on peut parler de confiance. Je vais vous donner une idée, par exemple. J'interviens souvent sur des plateaux pas de coworking, des open space, voilà. Et quand j'arrive, c'est toujours aussi, on intervient sur ces problèmes parce qu'il y a des problèmes. Oui, on intervient, enfin bref, vous me comprenez. Et donc, typiquement, je fais un petit questionnaire, ou en tout cas, j'essaie de prendre la température pour essayer de comprendre le problème. Et dans les open space, le problème numéro 1, c'est le respect. Alors, je demande aux gens, ah oui, donc c'est quoi le problème? Le respect. Alors, je leur demande, est-ce que vous êtes respectueux des autres? Ouais. Et les autres, est-ce qu'ils sont respectueux? Non. Et donc, c'est toujours comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je leur dis, bon, comment est-ce que vous savez que vous êtes respecté? Alors, typiquement, on va me dire, on me dit bonjour le matin. Très bien. Donc, vous êtes 35 dans cet open space. Donc, le respect sur cet open space, ça veut dire que 34 fois, vous allez être interrompu pour dire bonjour le matin. Est-ce que ça va être votre définition du respect? Et là, ils disent oui ou non. Moi, mon but, c'est pas de savoir si c'est du respect ou pas, mais c'est qu'ensemble, ils définissent qu'est-ce qui va être la déclinaison du respect pour nous et que chacun soit d'accord sur les signes et reconnaisse ces signes. Parce que pour l'un ne veut pas interrompre l'autre, il va faire la bise à tout le monde, enfin je ne sais quoi. Mais c'est de trouver des communs dénominateurs qui incarnent les valeurs. Et pour moi, si vous voulez, en tout cas, les interventions qu'on fait dans les entreprises, c'est basé là-dessus. C'est faire parler les gens pour dire la confiance, c'est quoi pour moi? Et donc, peut-être qu'on peut revenir en arrière, alors, au post-it. Bon. Voilà. C'est intéressant. Regardez. Si vous regardez ce qu'on a dit, les définitions de la confiance, je relis. Donc, c'est co-construction, réciprocité, écoute, dialogue, transparence, adhésion, bienveillance, fiabilité, sécurité, objectif commun. C'est le non-contrôle, le respect des engagements, on se comprend, c'est la non-trahison. À partir du moment où on travaille dans les entreprises sur la confiance, il faut d'abord demander aux gens, c'est quoi la confiance pour vous? Et à partir de là, par exemple, parce que c'est très facile aussi, en particulier en France, où c'est un pays, je vous dis, où il y a beaucoup de méfiance, c'est dire de toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas avoir confiance dans le management, de toute façon, ils font quand même ce qu'ils veulent, enfin bon, vous entendez ça. Et à partir du moment où vous dites, ok, très bien, j'entends ce que tu dis, mais qu'est-ce que le management pourrait faire pour que toi, tu te dises, tiens, là, peut-être que je vais faire confiance? Quelle information est-ce que tu veux avoir? Parce qu'un des premiers signes de la confiance, c'est la circulation rapide et la plus transparente possible des informations. Ça, c'est un facteur de base. Mais un autre qui m'intéresse beaucoup, c'est quoi? C'est les emails. Plus vous avez d'emails, moins vous avez de confiance. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont se parler, ils vont dire, bon, alors on est d'accord, oui. Ils vont dans le bureau. Ça leur prend beaucoup de temps. Ils vont mettre 33 personnes en copie. Pourquoi? Pour se couvrir. Je te l'avais bien dit. Tu sais bien que plus vous avez d'emails, moins vous avez de confiance. Plus vous avez de formalisme, plus vous avez de reporting, moins vous avez de confiance. Et c'est un coût énorme. Moi, je demande aux entreprises, typiquement, et ça, c'est corroboré par des recherches. Hein. OK, combien d'emails est-ce que vous avez? J'en ai 120 par jour, typiquement. OK, de ces 120 emails, combien sont réellement importants? En général, le chiffre, qu'est-ce que vous pensez? Combien des emails parmi les emails que les gens reçoivent sont vraiment importants? Vous pouvez penser à vous, peut-être, j'en sais rien. Pour ceux qui sont dans des grands groupes, peut-être plus que dans les petites PME. Combien vous pensez sont importants? En général, on dit 20. On dit 20. Et donc, moi, je travaille avec un consultant hollandais là, qui a travaillé là-dessus. Et il a dit il travaillait pour l'ABN AMRO. Et il a dit au patron, écoute,
On va faire un test, hein. Pars en vacances. Je vais dire que tu es sur une île hein, et que la seule façon de te joindre, c'est le fax. Hein. Qui a envie d'envoyer un fax hein? Bon, il faut déjà trouver un fax. Enfin, bon, bref. Et bon, et le type, il a eu 5 fax en 10 jours de travail. Donc, c'est possible de travailler différemment. Mais pour ça, on ne peut pas commencer par là. C'est la conséquence, ce n'est pas la cause. On ne va pas dire aux gens, bon, alors, vous savez quoi? On va se faire confiance et puis on va plus s'envoyer de mails. Si les gens n'ont pas confiance, ils seront anxieux, ils vont pas faire de deal, ils vont faire des cachotteries, enfin, on ne sait pas trop. Ce n'est pas par là qu'il faut commencer, ça, c'est la conséquence. Mais pour commencer, à mon sens, il faut d'abord dire, OK, commencer par la base et dire, OK, qu'est-ce qui ferait que vous ayez plus confiance dans votre entreprise? Et être sur des choses extrêmement concrètes. Ça voudrait dire que, je vous donne une idée, c'est peut-être un peu décalé, mais là je lisais que Richard Branson, chez Virgin, il a décidé que les collaborateurs allaient pouvoir décider individuellement du nombre de congés dont ils avaient besoin, indépendamment de l'autorisation de leur manager. Et donc, voilà, c'est de dire, mais comment est-ce que vous voulez travailler? Quelles seraient les choses qui feraient en sorte que vous nous donneriez votre confiance? Pour revenir à l'exemple que je vous donnais de mon intervention dans cette équipe un peu en crise, la façon dont j'ai travaillé, c'est que j'ai fait une vidéo. Donc, j'ai mis une vidéo, une caméra, j'ai demandé aux gens qui étaient volontaires dans l'équipe de venir, et je leur ai posé des questions qui ressemblent à celle-là. C'est quoi la confiance pour toi? Qu'est-ce qui te ferait, qui ferait en sorte que tu donnes ta confiance? Et les gens, ils parlent, mais ils donnent des clés. Et il y en a qui disent, on n'a pas besoin d'être d'accord pour donner sa confiance. La confiance, c'est pas seulement dire ce qui va. La confiance, c'est aussi de se dire ce qui va pas. Et donc, à partir de ce moment-là, cette vidéo, on l'a montrée au management. Et là, on est sorti de la langue de bois. Pourquoi? Parce que le patron, il est arrivé. Et donc, voilà, les collaborateurs, alors, vous savez comment c'est toujours une personne, maximum 2, qui disent, voilà, nous, on n'est pas du tout contents, vous venez jamais nous voir, et vous vous intéressez pas à nous, de toute façon, nous, on vaut rien, enfin bon, vous voyez. Bon. Et là, le patron a répondu. Il a dit, écoutez, voilà, je vais vous expliquer. Moi, je viens pas vous voir. Pourquoi? Dans le meilleur des cas, c'est le mur des lamentations, et la plupart du temps, vous êtes extrêmement agressif, et moi, je vais vous montrer un tableau. Voilà un tableau, voilà votre productivité ici en France. Il y a exactement les mêmes services en France, en Belgique et en Hollande. Et voilà la productivité de vos alter-égaux. On vous a mis à disposition des nouveaux systèmes que vous refusez d'utiliser. Vous vous êtes plaint de la charge de travail excessive, on vous a mis des intérimaires. Et les intérimaires, vous les avez rejetés. Ils sont partis en courant et en pleurant tellement vous leur avez rendu la vie difficile. Donc là, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, on commence à responsabiliser les uns et les autres. On se parle pour de vrai. Et à partir de ce moment-là, je vous avoue que c'était assez intéressant comme débat à faciliter. Et à partir de là, on a refait une réunion, on a dit, OK, qu'est-ce qui pourrait faire que vous nous fassiez confiance, nous, et vice-versa? Et donc là, le patron a dit, très bien, écoutez, moi, je vais vous donner tous les tableaux de votre productivité tous les mois, et la productivité de vos alter-égaux. Alors, il y avait la syndicaliste qui était là, la représentante syndicale, qui n'était pas contente, mais là aussi, il y avait la majorité silencieuse qui disait écoute, nous on fait des efforts, maintenant on a eu une nouvelle formation, on va prendre cet outil, pourquoi pas? Ça va montrer aussi que nous on fait des efforts et que on travaille différemment et que ça marche mieux. Mais c'est comme ça, en rentrant à mon sens dans le concret, qu'on peut en tout cas faire se parler les gens, savoir sur quoi ils vont se baser pour créer ou pas la confiance, mais en tout cas, on sort de la rumeur de il y a qu'à, de toute façon, ça ne sert à rien, enfin voilà. Je pense que un des éléments, en tout cas, que nous, on observe sur les projets, c'est déjà de pouvoir détecter le manque de confiance. Par exemple, parfois, on anime donc des ateliers de brainstorming, de co-construction sur les espaces de travail.
Et c'est une demande de nos clients, donc de la direction, de faire des ateliers plus participatifs et de se dire on va être dans une démarche participative de construction des espaces de travail. Il se dit que c'est un acte de confiance envers les collaborateurs. Et on arrive en atelier, et au premier atelier, aucune participation. Des personnes qui sont sur leur téléphone, d'autres qui partent en plein milieu de l'atelier pour des rendez-vous, des appels téléphoniques, etc. Deuxième atelier, 50% des participants ne peuvent pas venir. Vacances, soi-disant vacances, congés maladie, formation, etc. On se dit, finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, la première réaction de la direction peut être, alors on leur propose de participer à un projet comme celui-ci, et en plus, ils n'adhèrent pas, ils n'aident même pas, ils n'y participent pas, ils ne voient pas l'intérêt. En fait, quand on est allé creuser le sujet, la question était pourquoi je participerais, je donnerais mon avis à un atelier comme celui-ci, puisque d'habitude, quand je m'exprime, je ne suis pas écoutée. Donc, un vrai problème de confiance dans la réalité de la démarche participative. Et suite à ça, donc, on a mis par exemple des indicateurs, des baromètres à la fin des ateliers pour demander aux personnes ce qu'ils pensaient de l'atelier. C'est comme ça qu'on a commencé à voir que la méfiance ou la défiance était très répandue, puisque la plupart des critiques que l'on a dans les ateliers, c'est qu'on ne croit pas réellement au fait que ce soit une démarche participative. Donc, en fait, on développait comme ça des ateliers participatifs et au final, les personnes ne s'investissaient pas au maximum parce qu'ils étaient persuadés que de toute façon, tout cela ne servait à rien. Donc, en fait, on a réintroduit aussi beaucoup d'éléments sur des preuves que ça allait être utilisé, de restitution concrète de ce qui était fait et aussi de présentation complète de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a un process derrière de validation de ce qui a été validé ou pas en CODIR. C'est très important aussi auprès des collaborateurs de leur montrer qu'on ne fait pas juste une démarche, mais de leur montrer concrètement qu'il y a des résultats derrière. Et je pensais aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur les toilettes. Alors nous, dans les projets, c'est souvent la climatisation, le sujet, le traitement d'air et la climatisation. Donc on a un projet en cours où le sujet, c'est que fait-on quand on a envie de lancer un projet de transformation des espaces de travail, par exemple de passer en flex office, quand on a envie d'en faire un vrai projet de transformation d'entreprise, pas simplement d'espace, mais que la plainte principale, donc c'est un réaménagement dans un bâtiment, mais que la plainte principale tourne autour d'un espace du bâtiment qui a un problème de climatisation, qui fait trop chaud à certaines périodes de l'année ou il fait trop chaud quand le soleil tape. Et donc le projet aujourd'hui est freiné, est bloqué, parce que s'il lançait le projet de transformation des espaces de travail sans régler ce problème de climatisation, parce qu'ils n'obtiennent pas ce budget pour la climatisation, l'adhésion sur le projet global de transformation serait nulle et non avenue. Enfin, la communication là derrière est impossible à résoudre. Comment on vend un projet de transformation alors qu'on n'est pas capable de remplir les besoins primaires demandés par les collaborateurs. Donc c'est ces petits éléments comme ça aussi qu'on retrouve dans les projets d'aménagement qui vont faire qu'on n'a pas d'implication ou on a de la défiance vis-à-vis du projet et qui sont assez cruciaux et qu'on vous conseille si vous avez des projets d'aménagement. Ce que tu soulignes là, c'est l'écoute en fait. Si on parle mais que de toute façon ça n'a pas d'impact, on arrête de parler, on se casse. Donc si c'est vrai que je pense que rien ne fait plus ne fait plus de mal à la confiance que demander l'avis aux gens et de ne pas en tenir compte. C'est la règle numéro 1. Et donc ça c'est très important et pour revenir à ce que tu disais, sur le plan de l'espace, je vous donnais donc l'exemple des toilettes. Un autre exemple, c'est un peu de l'autre bout du spectre. Comme je vous le disais, je travaille sur la santé et le bien-être en entreprise. Et il y a déjà quelques années, on travaillait pour une Steelcase, vous savez, qui fait du matériel de bureau. Et ils avaient leur nouveau bureau et donc ils avaient décidé de faire un sas de décompression, ce qui était un peu nouveau à ce moment-là. C'était extrêmement joli, c'était un petit coin, très cosy, musique douce, un siège qui pendait du plafond et c'était l'endroit où on pouvait aller pour se relaxer, voilà. Bon, on a eu d'autres projets après comme ça et ces projets ne marchent que et seulement si les patrons y vont.
Parce que, en tout cas là, ça a duré, à mon avis, à peu près 4 mois. Et donc, il y avait 2 cas de figure. Il y avait un gars qui y allait et on le cherchait. Voilà, et on dit, il est où Jean-Pierre? Ah ben Jean-Pierre est dans le sas de décompression. Non, mais il a rien d'autre à foutre que de... Hein, bon, ben voilà, donc ça c'est réglé. Deuxième cas de figure, c'est, ah, il est où Jean-Pierre? Ah ben il est dans le sas de décompression. Ah oui, Jean-Pierre, ça va vraiment pas du tout en ce moment. Hein. Ah ouais, c'est la grosse galère. Et donc, dans les 2 cas, je peux vous dire, il suffisait qu'il y en ait 2 qui y aillent, c'est terminé, vous pouvez fermer boutique. Donc, si vous avez des patrons, si vous avez des patrons qui vont, des endroits pour faire la sieste, etc., mais que les patrons y vont et ils vont faire la sieste, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce genre de local. Mais dans la majorité des cas, moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est que les cultures n'y sont toujours pas préparées et que sont souvent des espaces qui sont reconvertis. Mais en tout cas, voilà mon expérience par rapport à l'espace et la confiance. C'est vrai qu'on a aussi ce retour. On a souvent des managers en atelier qui nous disent non, on est au travail pour travailler. Hein, donc vos espaces de jeu, ce n'est pas la peine. Donc en fait, on va beaucoup travailler avec eux sur l'informalité des échanges aussi et la richesse de ce que l'on peut gagner dans la formalité des échanges. Mais effectivement, ça ne va pas être juste de créer un espace, mais travailler sur les pratiques managériales, dans l'espace en lui-même et sur les pratiques de travail. Donc c'est un travail de fond, bien plus que d'installer finalement un espace de détente sur le projet. Quoi. Ouais. Ce que je voudrais peut-être revenir sur les post-it là, qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait vaciller la confiance? Vous avez dit la manipulation, l'indécision, l'incertitude, cacher des infos, le mensonge, la trahison, la faute. Ça, je trouve que c'est intéressant, la faute. Parce que, je vais vous dire, il y a une chose qu'on observe, c'est que quand les gens ils ont confiance, ils ont le droit à l'erreur. Et alors, la faute, c'est pas forcément le droit à l'erreur, hein, mais c'est ça qui crée effectivement une vraie poche de créativité, de développement, d'autonomisation. C'est vraiment le droit à l'erreur. Et donc, la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que quand vous travaillez pour des grands groupes, la manipulation, l'indécision, l'incertitude cachée des infos, dans les grands groupes, vous avez quand même beaucoup de ça. Donc, c'est quand même pas non plus une totale surprise si les gens n'ont pas vraiment confiance en ça. Et je reviens à ce que je disais au début, cette statistique qui, moi, honnêtement, m'a stupéfiée. 95% des directeurs, des membres de la direction qui pensent qu'on leur fait confiance, alors que ça correspond à 55%. Donc, il y a un vrai... je dirais pas un déni, mais une espèce de naïveté peut-être au niveau des directions. Et en tout cas, quand on fait des interventions, je pense que en tant que consultant, c'est important aussi de voir s'ils sont prêts à se remettre en question. Parce que si on est là pour, moi je vois, tous les rapports annuels. Les valeurs de notre entreprise, les gens sont au centre, les collaborateurs sont au centre de nos démarches et on se respecte et on a confiance. Et ces trucs un peu sirupeux, finalement, moi je trouve que souvent ça les dessert plus que ça les aide parce que ça rend les collaborateurs extrêmement désenchantés et cyniques. Et donc voilà. On peut l'avoir dans l'autre sens aussi. Hein. On a régulièrement aussi de la méfiance de la direction envers les collaborateurs. Sur une démarche participative, pourquoi souhaitez-vous interroger les collaborateurs? Ils risquent de proposer des choses complètement aberrantes qu'on ne va pas pouvoir faire, donc il vaut mieux ne pas les consulter. Il faut gérer les espérances. C'est quand même quelque chose qui est souvent exprimé. Donc après, pourtant, il y a une vraie autocensure des collaborateurs dans les ateliers, avant même que l'on leur parle de marge de manœuvre ou de cadre à respecter, etc., se pratique une autocensure presque systématique. Et c'est plutôt à nous de les faire travailler sur la créativité et de sortir un peu du cadre pour aller chercher plus loin des idées. Donc c'est assez intéressant de voir la différence qui peut y avoir entre l'un et l'autre. Et je pense aussi à la communication. Pour nous, le pire frein que l'on a sur les projets, c'est pas de choisir ou pas d'avoir une démarche participative, c'est
de mal ou de pas communiquer sur le projet. La diffusion des rumeurs sur les projets sont absolument terribles et on le voit encore sur des projets qu'on a aujourd'hui. La rétention d'informations est critique. Et si vous avez un projet long, c'est encore pire parce que vous allez forcément avoir des creux et vous devez gérer pour ne pas avoir de creux. Si vous avez trop de creux, les rumeurs commencent à monter et en fait, après, c'est très difficile à rattraper. Donc, c'est tout bête, mais pareil, commencer une démarche participative alors que les personnes ont peu d'informations, que ça se diffuse mal, etc. C'est très difficile et finalement, c'est un élément tout simple. Mais les collaborateurs savent gérer de l'information. Or, on va essayer de les préserver, de se dire non, mais ça risque, c'est dangereux. Puis après, il y a le débat à propos des instances. Alors qu'en fait, le plus gros risque qu'il y a dans les entreprises, c'est de ne pas donner l'information. Alors qu'en fait, très souvent, elle est anodine. Il suffirait de savoir aussi la présenter, en parler. Et ça, c'est très destructeur sur les projets qu'on a. Mais je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on dit « ah ben oui, on manque d'informations, etc. », encore faut-il qu'il y ait un interlocuteur qui est prêt à l'écouter et à la croire. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité des deux parties. Quand les gens ils disent « ah ben oui, on n'a pas les bonnes infos », bon ben d'accord, quelles infos est-ce que vous voulez vraiment ? D'accord. Et est-ce que si vous les avez, vous allez avoir plus confiance ? Est-ce que vous êtes prêt à les croire ? Ça engage les deux parties. Encore une fois, c'est pas. Moi, je suis pas non plus là pour. Enfin, je jette pas la pierre à la direction. Je pense qu'il y a juste une espèce. Ils sont un peu décalés peut-être par rapport à la réalité. Moi, c'est un peu simplissime, mais ce que j'observe souvent, c'est que quand il y a des entourloupes au niveau des dirigeants, ben, vous avez des entourloupes au niveau des collaborateurs. C'est-à-dire que si eux n'ont pas confiance vis-à-vis du management, ben, eux, ils trouvent les entourloupes pour avoir une vie un peu plus confortable, voilà. Enfin, il y a toujours un peu des trucs, des poches à aller exploiter. Mais donc, encore une fois, je reviens toujours à ça, à cette responsabilité. Ben voilà, le respect mutuel, hein, ici, qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'on a confiance ? Ben, et ça, pour moi, c'est le plus difficile, c'est la cohérence. C'est-à-dire que ce qu'on annonce, on le fait. Et c'est un peu ce que tu disais ici, c'est quand on annonce un projet, si on dit on va prendre votre avis, et que derrière on n'en tient pas compte, à ce moment-là, on perd la confiance. Mais si on dit écoutez, on voudrait avoir votre avis, mais c'est pas un engagement de notre part de pouvoir faire tout ce que vous allez nous demander, mais soyez sauvages, et puis nous, on va essayer d'être le plus créatif possible, peut-être que ça, c'est la bonne mesure. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises, parce que c'était un vaste projet, restaurer la confiance dans une entreprise. Je pense que vous faites partie de grandes entreprises, donc on ne parle pas de petite échelle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour développer cette confiance Quelles sont les petites briques à poser pour obtenir de grands effets Je vais vous dire, j'ai regardé un peu la méthode française et puis la méthode hollandaise. Hein. Pardon ? C'est l'opposé. Non, mais c'est différent. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, il y a une chose à côté de laquelle on ne peut plus passer, c'est quand même le management inclusif. C'est-à-dire que maintenant, il faut insérer les gens dans la prise de décision. Il faut le faire d'une manière pragmatique et il faut essayer d'avoir des sociétés où on a beaucoup moins de bureaucratie, où les décisions se prennent sur le terrain le plus possible et où il y a des délégations de manière extrêmement ouverte. Alors, j'ai regardé les Hollandais, alors je trouvais que c'était intéressant. Premier truc, le Hollandais, premier pas. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes digne de confiance ? Est-ce que vous méritez la confiance ? Et c'est pas seulement les dirigeants, mais c'est aussi les gens sur le terrain. Est-ce que vous méritez la confiance ? La confiance, ça se mérite. Vous pouvez pas dire, maintenant vous allez me faire confiance. Non, ça se mérite. Et ça se mérite tous les jours. C'est ça le problème avec la confiance, c'est que ça prend beaucoup de temps à construire, mais vous pouvez la perdre très facilement. Mais donc la première question, c'est ça. Mais en tout cas, travailler avec la base, commencer à travailler avec la base et leur demander c'est quoi la confiance pour vous, avoir des indicateurs excessivement concrets sur leur conception pour pouvoir construire autour de là. Quelles sont les actions que vous proposez pour favoriser en entreprise
Dans les entreprises, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord essayer, encore une fois, de créer des indicateurs concrets. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, soit on fait, quand c'est des petites équipes, c'est plus facile, effectivement, en demandant avec des workshops, etc., de dire qu'est-ce qui fait que vous allez donner votre confiance. Sinon, on le fait avec des questionnaires. Alors, les questionnaires, parfois, les entreprises en ont beaucoup, etc., c'est pas toujours facile. Mais c'est vraiment faire dire aux gens, leur faire décocher des croix en disant tiens, ça peut être des indicateurs, mais aussi essayer qu'ils soient force de proposition sur des indicateurs. Et puis organiser les discussions avec la direction pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va créer la confiance. Et c'est aussi la politique des petits pas. Je pense qu'il ne faut pas dire bon alors les gars maintenant on a la formule et puis dans un mois ça va aller. Non, on construit ça commence, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça commence avec le WC. On va commencer par régler la question du WC ou la question de la clim. Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça va être ? Vous voulez quelle information ? Ok, on va voir cette information, d'accord, et puis on va la discuter ensemble. Vous avez fait des progrès, super. Ok, maintenant, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et c'est aussi dans cette réciprocité qu'on peut construire ça. Et moi, je pense que même dans les grands groupes, il faut essayer de décentraliser ce type d'interrogation pour mettre en place des politiques qui soient décentralisées, pour que les gens soient responsabilisés à nouveau à la base, au maximum. Et ça passe par quoi ? C'est un peu comme les entreprises libérées, c'est-à-dire qu'il faut que le management comprenne le management inclusif et y adhère. Moi, ce que je vois quand même dans les entreprises, c'est beaucoup de middle managers qui se donnent un mal de chien à gérer les gens dans leurs équipes, qui sont extrêmement exigeants, mais qui sont vraiment de bonne volonté. Donc, pour autant qu'on leur donne les clés, je pense qu'en tout cas, la majorité sont favorables à un type de management qui donne plus de responsabilités aux gens sur le terrain. Après, je pense que c'est aussi lié, c'est un peu comme dans la société, finalement. La peur, on parlait tout à l'heure de la confiance, avec le fait de rassurer. On est rassuré par quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de ces prises de décision, donc favorise un climat de confiance. Donc pour ne pas avoir peur, c'est un peu comme nos sociétés avec le développement du racisme, on a besoin de connaître l'autre. Donc par exemple, certaines sociétés ont mis en place l'ouverture du CODIR. Donc imaginons un CODIR tous les mois. Tous les 3 mois, le CODIR est ouvert à des collaborateurs ou des managers qui doivent à chaque fois être différents. Ils ne peuvent y assister qu'une fois quand c'est les grandes entreprises, le temps que tout le monde y passe. Et en fait, les collaborateurs viennent y assister et voir que il se passe rien d'extraordinaire en fait. Enfin, ils peuvent assister à une décision et voir les interactions entre les directeurs. Moi, la première question que j'avais posée à ces entreprises, c'était finalement mais du coup, il doit y avoir de la théâtralisation, la décision doit se prendre dans le couloir, ils font exprès, ils ne doivent rien se dire. Mais en fait, ça c'est tellement... c'est devenu ça s'est institutionnalisé à l'intérieur de l'entreprise. Et finalement, le but recherché par le CODIR, c'était d'instaurer la confiance auprès de ses collaborateurs, mais ce qui s'est passé, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le CODIR a aussi dédramatisé, parce que ce n'était pas évidemment la volonté de tout le CODIR d'ouvrir le CODIR. Ça a été aussi une décision d'une personne, du président, qui a voulu faire ça. Et finalement, les autres membres du CODIR ont plus eu confiance dans les collaborateurs et dans leur capacité finalement à venir à un CODIR sans exagérer, sans protester. Parce qu'à la fin en fait, de ce CODIR, à chaque fois, il y avait une discussion constructive sur les points qui avaient été abordés. Et la crainte des membres du CODIR à la base, c'était non, mais ils vont forcément critiquer, contester les décisions qui ont été prises. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc finalement, il y a une double dynamique de confiance. Donc c'est par des actions très concrètes de visibilité sur les actions de décision qui sont très importantes. Et de dire très ouvertement ce qui est décidé, ce qui est possible ou pas possible sur un projet, et on le retrouve sur un projet d'aménagement, d'arriver en atelier et de dire aux collaborateurs « ça vous pourrez changer, ça par contre c'est pas possible, c'est hors budget ». C'est une communication qu'on fait régulièrement lors des ateliers, on commence jamais un atelier en leur disant tout est possible, et ça leur va très bien, parce qu'en fait le message est clair, ils savent exactement où ils peuvent aller.
c'est ce que demandent les collaborateurs. Et moins on a de communication, moins on a de transparence, moins on a de confiance dans l'entreprise. Et je voudrais revenir sur un truc. Ah, pardon. Non, c'est une question, parce qu'en fait, on a l'impression de dire, c'est la confiance, c'est efficace, ça permet de gagner de l'argent, c'est rentable pour l'entreprise. Et alors, pourquoi on ne fait pas, et pourquoi on cherche à pas être rentable, à pas être efficace? Il y a d'autres choses plus importantes que ça, en fin de compte, qui empêchent d'être pragmatique et efficace. Alors moi, quand je suis arrivée en France, j'arrivais de Londres. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est en France, vous avez un élitisme. Vous avez les grandes écoles, vous avez, voilà. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais chasseuse de tête, j'étais à Londres. J'avais une secrétaire. Elle est devenue plombier. Après, j'en ai une autre. Elle est devenue prof de gym. Voilà. Quand il y avait un événement dans l'entreprise, tout le monde y allait. Et c'était très sympa. Je suis arrivée à Paris. Et donc, on avait... alors j'ai fait une terrible erreur parce que j'avais demandé à mon assistante de me tutoyer. Et donc, c'était les torchons et les serviettes, quoi. Donc, on avait des événements, on avait fait des bons résultats, on allait déjeuner ou dîner dans des bons endroits. Et c'était uniquement les consultants et les associés. Et les secrétaires, non, ça, c'était une autre catégorie. Et je pense que, il y a pour moi, en tout cas, qui venait de l'extérieur et encore maintenant, c'est qu'il y a quand même une espèce de conception de, si on a fait Polytechnique, on va pas demander son avis au gars qui est dans l'usine. Et ça, moi, je pense qu'il y a quand même un paysage culturel qui est un peu de cette nature et qui n'est pas forcément pareil partout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ailleurs, attendez, c'est pas de tout à rien. Mais c'est quand même un peu dans le paysage culturel. Maintenant, je vais vous dire, l'enjeu de la confiance, elle est partout, elle n'est pas qu'en France. En France, elle est un peu plus marquée qu'ailleurs, mais je pense que... Moi, ce que je pense aussi et que je ressens profondément, c'est que le modèle capitaliste arrive un peu à bout de souffle. Je vais vous dire pourquoi. Je travaille pour des banques d'investissement. Je travaille beaucoup pour des banques d'investissement. Alors, j'avais ma cliente qui me dit, alors écoute, moi je ne sais plus quoi faire. En un trimestre, j'ai 3 de mes petites stars, là, de mes petits banquiers, qui m'ont collé leur DEM sans avoir de job derrière. Donc il y en a un, il va en Australie, l'autre il prend son sac à dos, va faire le tour du monde, je ne sais pas quoi. Et ces gars-là, c'est des gens qui font partie de cette élite, et maintenant, ils ne sont plus inspirés par ce genre de boîte. Ils vont là, ils bossent, ils font du pognon, et puis ils partent, ils vont faire leur vie. Et nous, on travaille là-dessus, par exemple, en emmenant ces gens dans des coworking qui font de l'entrepreneuriat social. Enfin, on a fait ça pas tellement pour essayer de les garder engagés, mais plutôt par rapport à l'incertitude. On travaille sur l'incertitude parce qu'avec le Brexit, dans le manque des banquiers, ils sont un peu désarçonnés, ils ne savent pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'incertitude? Et on s'est dit, les entrepreneurs, par définition, font face à l'incertitude. Ils ne savent pas comment leur boîte va évoluer, comment ils vont faire leur business. Ils avancent un peu au jour le jour. Et donc, on a pris nos petits banquiers, on les a emmenés dans ces espaces de coworking où ils travaillent sur des tables de ping-pong. Comme ça, ils peuvent les clapper parce qu'ils essaient de se faire du pognon en privatisant leur espace. Sinon, ils ont des meubles qui sont faits avec des palettes. Mais là, vous avez exactement le même public. Ce sont des gars qui viennent, c'est des gars et des filles, qui viennent des grandes écoles. Et donc, ils sont là, très babacool. Là, je vais vous dire, j'ai pas besoin de sas de décompression. Il y en a qui dorment sur les canapés en plein milieu de journée. C'est assez drôle. Mais voilà, ça, c'est des gens qui s'inscrivent dans une vie professionnelle où, alors, c'est pas du bénévolat, c'est pas des ONG, c'est-à-dire qu'eux, ils créent des business, mais des business qui vont leur permettre de vivre en résolvant un problème social. Et j'ai l'impression maintenant que, moi j'ai l'impression d'avoir un monde un peu, comment dirais-je, un peu bipolaire. C'est-à-dire quand d'un côté vous avez cette génération de jeunes gars brillants qui vont vers des modes de fonctionnement où ils sont très libres, confiants, ils avancent un peu le nez au vent en faisant les choses qui les inspirent.
Et je trouve que maintenant, en tout cas dans les grandes entreprises ont une vraie difficulté à inspirer les gens. Les gens sont extrêmement désenchantés. Me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Ouais. Il y a la question du sens aussi. Mm. Les modèles des grandes entreprises portent peut-être pas. Je pense que c'est ça. Quand je dis le modèle capitaliste, à mon avis, arrive un peu à bout de souffle. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est pourquoi est-ce qu'on travaille pour... Et ça, c'est l'incohérence de l'entreprise. On travaille pour les actionnaires, donc on doit faire plus avec moins. C'est ce que j'entends, c'est un peu le leitmotiv. Hein. Et ça, maintenant, les grandes entreprises, elles ont quand même de plus en plus de mal avec ça. Alors, je crois qu'il y a une génération qui est là, qui essaye de s'accrocher au mur. Il y a quand même des vrais problèmes aussi de risques psychosociaux. Enfin, les burn-out, toutes ces questions-là qui sont quand même endémiques, c'est un peu dans ce paysage-là qu'ils s'inscrivent. J'ai rencontré Ernst & Young cette semaine, 35% de turnover. C'est qui ça? Ernst & Young. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais enfin, si c'est la partie audit, c'est vrai que la partie audit, il y a beaucoup de petits jeunes là qui vont. C'est au global. Hein. Ah ouais. Il y a des semaines, il y a 100, 200 personnes qui arrivent. Ouais. C'est intéressant. Hein. Je pense que c'est vrai que les grandes entreprises maintenant sont désarçonnées et que ces problèmes de confiance, de se dire qu'est-ce qui va faire que ces gens ils vont plutôt avoir envie de rester chez nous, ils sont un peu le bec dans l'eau, hein, sincèrement. Et ce qu'il y a, c'est que s'ils se disent on veut trouver des solutions, si c'est des solutions gadgets, ça ne marche plus. Là, comme le storytelling, regardez comme on est bien et on va faire des trucs merveilleux, ça ne marche plus. Donc il faut vraiment se poser les questions de fond et plus les questions de forme, à mon avis. Je pense que ce qui est important, c'est que entre ce qui est dit et ce qui est fait, C'est la cohérence. Et moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'était sur ce truc-ci, montrer ses failles. Vous savez, je vous demandais qu'est-ce qui fait que vous donnez, que vous avez envie de donner confiance à quelqu'un. C'est quand c'est montrer ses... décidément, bref, montrer ses failles. Et je pense que souvent, le management, ils sont là en disant non, mais... Enfin, c'est important aussi qu'ils aient l'air de savoir ce qu'ils font, hein, ça aide quand même, mais en même temps, dire à un moment, écoutez les gars, là on est dépourvus, on a un turnover, qu'est-ce qui ferait que vous ayez envie de rester? Moi je pense que ça peut être le début de la solution. Mais montrer ses failles, se montrer invincible en disant on a toutes les solutions, regardez les superstars qu'on est, puis ça ne marche plus. Je pense que, voilà, donc il y a vraiment des nouveaux modèles à créer. Lâcher la bride, donner de l'autonomie aux gens, laisser les gens s'organiser comme ils veulent. Là, j'entendais que je crois qu'il y a encore 44% des gens qui sont sur des horaires standards. 44% des gens. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont des horaires qui les arrangent. Hein. Ceux qui sont du matin, ils vont tôt le matin. Ceux qui sont du soir, ils y vont tard. Les gens, il y a le télétravail. Ils peuvent... Donc, c'est vrai que ça m'a étonnée parce que je ne pensais pas que ça avait changé aussi rapidement. Mais je trouve que c'est une donnée assez intéressante. Mais je crois que sur le fond, la cohérence, c'est le plus important et c'est le plus difficile. Parce qu'être cohérent tous les jours à propos de tout. Et alors, il y avait une autre chose que peut-être je vous dis pour terminer, mais c'était la rémunération. Alors, on dit, on veut avoir un système de rémunération complètement transparent et équitable. Et d'un autre côté, je voyais les rémunérations individualisées. Et ça, c'est un peu, à mon sens, paradoxal et incompatible. Il y a une étude qui a été faite qui a été intéressante sur les rémunérations. C'était à Stanford qu'ils ont fait ça. Ils ont dit à des gens, voilà, vous avez les revues des performances des gens, vous avez 1000 jetons et vous pouvez leur donner des bonus. Est-ce que vous voulez donner des bonus aux uns et aux autres? Et il y avait deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, ils devaient répartir les jetons et les personnes n'allaient pas venir les trouver derrière. Okay, donc, il n'allait pas avoir de face-à-face avec les personnes à qui ils donnaient les bonus. Dans le deuxième cas de figure, les personnes pouvaient venir après, face-à-face, leur demander des explications, etc. Qu'est-ce que j'avais comme conséquence, d'après vous?
la différence de bonus entre hommes et femmes était beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles vont en Calimero, elles disent « Oh, c'est trop injuste, vous ne m'avez pas donné ça, c'est dégueulasse, moi qui ai tant travaillé ». Et les mecs, ils y vont et ils tapent du poing sur la table en disant « Non, mais c'est quoi ces conneries ? Règle-moi ça tout de suite ». Enfin bon, c'était assez intéressant. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées de cette étude. Mais au-delà de ça, c'est vrai que si on va vers des systèmes beaucoup plus collaboratifs, où il y a plus de solidarité, où il y a plus de soutien, plus collaboratif, hein, faire ça et mettre en face de ça des rémunérations individualisées, pour moi, c'est antinomique. Et je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais chasseuse de tête, par exemple. Les bonus, c'est très important quand on est chasseur de tête. Si vous n'avez pas 30% de votre salaire à la fin de l'année, ça veut dire que les tons ne les voient rien. Donc, c'est des gros montants. Et donc, voilà, le laïus de l'entreprise, c'est dire, voilà, vous êtes tous une équipe, on travaille ensemble sur les pays, etc. Mais à la fin, les bonus, c'est individuel. Bon. Alors, quand le marché est croissant, ça va. Mais quand le marché est décroissant, à ce moment-là, ça devient d'une compétition interne, mais c'est coupe-gorge. Et donc, moi, je pense que ça aussi, ça va être intéressant. Les questions à se poser, c'est sur les systèmes de rémunération. Si on va vers un système différent, qui est plus inclusif, comment est-ce qu'on va faire avec les rémunérations ? Ce serait intéressant d'interroger les gens, en tout cas là-dessus, et de les mettre en face des réalités pour lesquelles ils choisissent. Enfin, voilà ce que je peux vous dire au niveau de la confiance. Et merci de votre écoute active. Mais si vous avez des questions... Oui, moi j'ai peut-être une question. En fait, c'est ce qu'on dit, il y a les gens qui jouent beaucoup. Finalement, c'est dans le temps, comment garder ça dans le temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on va gagner la confiance, ça va durer quelques temps, et puis après, on la repère, parce qu'il y a des changements de direction, il y a des changements d'organisation, il y a des changements d'équipe, et ça, c'est la vie. Donc, voilà, c'est sans fin. Il ne faut pas non plus en permanence essayer il faut raccrocher, mais pas tout le temps, il ne faut pas que ça soit... Ce que je pense, merci de votre question, c'est une question vraiment intéressante. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut intégrer ça dans la culture de l'entreprise. Et encore une fois, c'est pas simple. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que la culture de l'entreprise, c'est qui l'a fait. C'est pas forcément le top management donne le ton. Mais après, c'est la majorité silencieuse. Comment est-ce qu'elle s'approprie ça ? Moi, je travaille pour le moment beaucoup sur des questions de harcèlement, par exemple. Et le harcèlement sexuel, par exemple, bon, je ne vais pas vous casser les oreilles parce que souvent les gens, ils ont un peu marre d'en entendre parler, mais le harcèlement sexuel, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des cultures, si vous avez un patron qui a un langage relativement, comment dirais-je, sexué et qui se permet des choses, etc., eh bien même les personnes qui ne sont pas forcément sur ce modèle le font. Et la façon de travailler là-dessus, c'est de travailler sur la majorité silencieuse. C'était Martin Luther King qui disait, je vais essayer de me souvenir de cette phrase, ce qu'il disait, c'est le plus dangereux, c'est pas les opposants, le plus dangereux, c'est ce qui nous fait le plus de mal, c'est la majorité silencieuse qui est d'accord avec nous, mais qui ne dit rien. Et le levier vraiment pour faire évoluer les choses, c'est de faire en sorte que ces personnes qui sont silencieuses et qui n'adhèrent pas, non pas à rentrer dans la délation, c'est pas ça, mais simplement qu'ils arrêtent de rigoler aux blagues qui les font pas forcément rire, et qu'ils disent bon, ce truc-là, écoute-moi, ça il me le faut pas, ça me plaît pas, quoi. C'est simplement ça, et c'est comme ça que les cultures d'entreprise évoluent. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça, honnêtement, mais enfin, c'est peut-être un élément de réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres observations, d'autres questions. Dans vos exemples sur les grands groupes, vous avez des exemples de grands groupes où vous estimez que le top management, le patron de la boîte, le directeur général qui est nommé et qui se remplace de temps en temps, la boîte a réussi à construire une confiance généralisée au niveau des équipes. On comprend qu'il y a des équipes qui peuvent se développer, mais est-ce qu'il y a des exemples de grands groupes qui arrivent à le faire ?
Alors, l'exemple, j'en ai deux et ça vaut ce que ça vaut parce que je ne peux pas vous dire que c'est tout sur l'ensemble du groupe. Hein. Moi, je citerai... pardon ? J'en ai un troisième. Ah bon, bah, très bien. Tu veux commencer ? Ouest France. Ouest France, alors après, c'est pour ce qu'on appelle groupe, mais quand même, c'est une grande entreprise. C'est construit sur une histoire et un sens qui est partagé par tous les collaborateurs. Et la direction générale a un vrai respect pour le savoir-faire de chacun de ses collaborateurs, qui soit finalement issus du journalisme ou issus à l'époque de l'imprimerie, etc. Parce qu'ils avaient finalement des corps de métier très différents. Et ils ont gardé une valorisation de tous les corps de métier de leur entreprise, de ce qu'on pourrait appeler finalement la petite échelle à la direction. Et c'est insufflé dans absolument toute l'entreprise. Et c'est assez incroyable à observer au jour le jour. Dans tout le groupe, je pense... plusieurs milliers. Ouais, parce qu'ils peut-être. Moi, les exemples qui me viennent... C'est déjà pas mal, ouais. Encore une fois, je prends des précautions, mais je dirais deux, moi. Bouygues Construction et Michelin. Bouygues Construction, le patron de Bouygues Construction, il a commencé l'année en disant, écoutez, voilà, maintenant, moi, je veux que cette société soit éthique. Vous savez, dans la construction, sur les gros chantiers, etc., parfois, il se passe des choses... bon. Et donc... lui a vraiment annoncé ça, a fait des grandes réunions et il a dit, ben voilà, si vous avez connaissance de faits qui ne sont pas éthiques, etc., voilà la procédure à suivre. C'était quelque chose vers lequel nous ne voulons pas aller. Alors, moi, je suis au courant de ça par le biais du harcèlement, mais pour vous donner une idée. Hein, donc, il a dit, ben voilà, on va faire des tables rondes, on va parler sur le harcèlement, etc. Je veux que les réseaux de femmes arrivent ici, me disent ce qu'elles veulent, etc. Et donc, voilà, et c'était très bien intentionné. Hein. Et donc, il y avait des tables rondes. Et moi, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Elle me dit, bon, bah alors, on a dit, ben, il n'y a pas de problème. Oh, non, il nous casse un peu les oreilles avec ces histoires de harcèlement. Le MeToo, on en a marre. Puis elle dit, alors, moi, j'ai pas osé dire que moi, j'ai filé madame lors de mon premier job parce que je me faisais harceler par mon grand patron et que c'était vraiment dangereux et que je commençais à avoir sérieusement peur. Et pourquoi est-ce que les gens ne font pas ça ? Enfin, je fais quand même un petit truc là-dessus. Quand vous parlez de harcèlement, et que vous avez des gens autour de la table, et qu'une femme a dit, parce que souvent c'est quand même les femmes, ben voilà, moi j'étais l'objet de harcèlement, premier réflexe, qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Qu'est-ce qui vient, la première idée qui vient en tête ? Non mais harcèlement... Sexuel. Non, je plaisante. Ah oui, ah bon, bah, très bien. Ah bon, merci, pardonnez-moi. Bon, c'est intéressant parce que ça, c'est le deuxième truc. Premier truc, c'est on va la regarder, on va dire, est-ce qu'elle est harcelable ? Ça veut dire, est-ce qu'elle est jolie et est-ce qu'elle est jeune et jolie ? Premier truc. C'est vrai. Ça, c'est le premier truc. En l'occurrence, c'est le cas. Mais le deuxième truc, c'est, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous croyez vraiment qu'il y a une femme qui va se lever, qui va dire « Alors moi, je vais vous expliquer » et qui va dire « Alors il m'a mis la main aux fesses et il m'a dit des cochonneries dans l'oreille et il m'a fait ceci et il m'a envoyé des mails qui disaient ça. » Ça fait partie de l'intimité. Jamais les gens ils font ça. Ils se tassent dans leur fauteuil, ils attendent que ça passe. Et donc, enfin, je vous dis ça comme anecdote. Mais bon, je tourne la page. Et Michelin a vraiment fait des choses intéressantes aussi avec ses équipes, où ils ont vraiment, ils sont dans un projet, engagés dans un projet depuis 2-3 ans déjà, d'entreprises libérées, où ils vont vraiment dans les usines, ils vont vraiment auprès des opérateurs pour voir comment ils peuvent faire pour créer des nouveaux produits, etc. Ça, c'est pour la France. Et alors, moi, j'ai été à une conférence qui m'a absolument bluffée, d'une société marocaine qui fait, alors... C'est pas du potassium, mais c'est du phosphore. Hein. C'est la plus grande entreprise, c'est une des plus grandes entreprises marocaines. Alors, vous avez un patron là, qui a fait le MIT, enfin bon, qui m'a l'air absolument bluffant, qui a emmené tout son comité de direction pendant 6 semaines, je crois, au MIT. Oui, OCP. C'est tout à fait ça. Ouais.
Et donc, eux, ils ont dit, ben voilà, d'une part, le président, il a dit, voilà, peut-être que dans 10 ans, notre produit, on n'en aura plus besoin. Nous, on emploie je ne sais plus combien de dizaines de milliers de personnes, on est la plus grande entreprise du Maroc. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il a demandé à un jeune gars qui était contrôleur de gestion, je crois. Il a dit, ben, écoute, est-ce que tu veux bien t'occuper de ce truc? Et donc, ils ont convié, je crois, 50 personnes qui venaient un peu du middle management, mais ce n'était pas le président de l'entreprise qui a initié ça. Il a dit, bon, moi, je voudrais que tu sois là. Et puis, ils ont dit, ben voilà, on va changer la façon dont on va faire. On voudrait que vous nous disiez ce qu'on peut faire. Si jamais on ne fait plus du phosphate, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ils ont initié ça et le patron est arrivé à la fin en disant, ben, écoutez, c'est pas à vous à être fier de travailler avec moi, c'est moi qui suis fier de travailler avec vous. Et à partir de là, ils ont lancé un mouvement pour l'innovation, mais qui vienne de la base. Et alors, ils ont donné des exemples de réalisation. Ils ont dit qu'il y avait un type qui était dans une usine qui s'occupait de la maintenance des pompes. Il dit, mais vous savez, avec nos pompes, là, on pourrait en fait fabriquer... Attendez, je ne sais plus ce que c'était un truc très bizarre. Il a dit, non, mais avec nos pompes, là, il suffit qu'on fasse 2-3 trucs, etc. On va pouvoir faire autre chose. Bon. Il y avait des jeunes femmes qui étaient là, qui disent, ben, nous, le phosphate, quand même, c'est pas top pour nos gamins. Nous, on voudrait voir comment on peut faire des engrais naturels qui ne sont pas chimiques, etc. Et donc, à partir de là, alors le patron, ce qu'il a fait, j'entendais l'histoire du comité de direction, il a dit, bon, bah, alors mon bureau, il va être au rez-de-chaussée, à côté de l'accueil, avec les portes ouvertes et avec des sofas, plus de table. Et donc, comme ça, les gens, ils vont pouvoir venir, et puis ils vont venir et ils vont m'expliquer ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et ils leur donnent des sous pour quand ils ont des business plans, ils décident, tiens, ces business plans, on les retient, ils les financent pour qu'ils puissent développer des activités. Et ils disaient aussi que dans les usines, ils avaient développé, ils avaient dû mettre en place des espaces pour boire le thé. Parce qu'ils expliquaient qu'ils avaient plusieurs usines et que les usines, elles avaient besoin d'approvisionnement, etc. Et que quand l'une l'avait, parfois l'autre ne l'avait pas, etc. Alors ce qu'ils avaient fait maintenant, c'est qu'ils avaient fait un espace de thé au milieu. Et comme ça, ils allaient prendre le thé, là, les patrons, ils allaient prendre le thé là, et alors ils s'arrangeaient pour les approvisionnements des trucs, etc. Et qu'ils avaient beaucoup moins de rupture d'approvisionnement grâce à ça, par exemple. Donc il y a des initiatives qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement audacieux et ça m'a vraiment étonnée de voir que c'était au Maroc que ça avait lieu. Mais ça a commencé il y a bien 3 ans. Donc c'est intéressant de regarder où ils en sont maintenant parce que... Voilà, parce que pour répondre à votre question, en tout cas. Ouais. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur les entreprises libérées, savoir si vous avez des retours dans ce type d'entreprise et est-ce que vraiment la confiance règne dans ce modèle-là ou pas? Je vous dis, moi, je ne travaille pas en direct pour des entreprises libérées. C'est quoi l'entreprise libérée? C'est à la baisse et on se décrète entreprise libérée. On se décrète souvent entreprise libérée. C'est exactement, ouais. C'est un mode de fonctionnement. Ben, C'est quoi les enjeux, c'est ça? Oui, c'est bien connu parce que c'est un prof de l'STP qui a créé ça. ouais. Ben, l'idée de l'entreprise libérée, c'est que, en fait, tout part de la base. Ce sont les gens qui se prennent en charge, qui décident comment ils vont travailler et qui sont aussi les leviers d'innovation de l'entreprise. Donc je pense que, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, ça peut être vraiment une clé de l'avenir. Encore faut-il que ce soit bien mis en place. Et sincèrement, je ne peux pas commenter beaucoup parce qu'à part cette entreprise marocaine, je ne sais pas. Ouais. Avant le modèle de l'entreprise libérée, il y a toujours des entreprises coopératives. Et justement, sur cette question de la confiance, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas de cette culture-là et qui passent par des entreprises coopératives et qui les quittent justement parce qu'il y a un contrôle social beaucoup plus fort dans ce type de structure, mais qui est exercé par les pairs. Moi, ça me surprend très peu parce que je fais des petites enquêtes sociologiques et quand je vois mes différents enquêtés qui me parlent les uns des autres à la machine à café et comment ils s'observent et on déduit des choses sur qui travaillent vraiment et qui ne travaillent pas assez, etc. Je me dis qu'on a bien fait de parler depuis tout à l'heure de
la question de la confiance sur des rapports horizontaux, elle n'est pas tranchée non plus. Et ma question, c'est aussi, est-ce qu'on vous appelle aussi pour des cas de crise de confiance qui sont justement sur des rapports plus horizontaux entre directions, entre personnes? Oh, pardon. Je vous ai dit que j'arrivais souvent sur des open space. Hein, quand ça commence à être extrêmement tendu, on arrive sur ce genre de truc. Et les open space, c'est des laboratoires, vous avez toujours le bouc émissaire, vous avez toujours l'emmerdeur, celui qui empêche de tourner en rond, celui qui parle trop fort. Et c'est toujours des logiques de bouc émissaire, parce qu'il suffit que celui-là soit parti pour qu'il y ait un autre sur lequel tout le monde se cristallise. Hein, donc voilà. Mais ce qu'on peut voir, il y a peut-être 2 commentaires que je peux vous faire. Je vous ai dit la statistique en disant que les collaborateurs faisaient à 55% confiance à leur patron. En fait, ils font à 71% plus confiance à leur pairs. Donc, dans l'entreprise, en tout cas privée, c'est vrai que ce lien de confiance dans ce cadre-là a l'air de mieux marcher que celui par rapport à leur direction. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour vous dire la vérité. Mais quand je travaillais sur la confiance, là, j'ai lu quelques articles qui étaient intéressants et qui disaient que, par exemple, dans la vente de produits, il disait que... Maintenant, on a un peu dépassé ça, mais que les internautes, par exemple, faisaient beaucoup plus confiance à un kidam qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais qui me commentait un produit qu'ils avaient envie d'acheter, que le fabricant. À un moment, il y a eu ça, et maintenant, évidemment, toutes les sociétés sont là-dedans, puisqu'elles commentent leurs produits sur tous les blogs, etc. Mais c'était intéressant de se dire, tiens, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils font confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Parce que c'est quelqu'un comme eux. Alors ils se disent, tiens, comme c'est quelqu'un comme moi, je peux lui faire confiance. Et c'est un raisonnement un peu étrange quand on y pense. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a... moi, je me souviens quand j'étais chasseuse de tête, par exemple, je travaillais pour des labos pharmaceutiques qui déjà essayaient de noyauter les groupes de patients pour aller vendre leurs produits. Donc, ouais. Et ça, c'est les groupes de patients, tout ce qui est association Alzheimer, etc. L'association Alzheimer, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Je peux bien les produits Alzheimer, ils fonctionnent pendant maximum 3 ans sur 25% des gens qui ont Alzheimer. Et on en vend dans des quantités énormes, hein, parce qu'ils arrivent à noyauter, parce qu'ils arrivent à dire aux enfants des patients, ça ne peut pas faire de mal, ça a sûrement un mini... Enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est extrêmement prescrit. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus rafraîchissant pour terminer quand même, parce que... Ouais. Quand on s'est rencontrés, vous avez parlé de réseau de partenaires avec qui vous travaillez pour gagner la confiance. Ouais. Vous pouvez en parler un petit peu, parce que vous n'avez pas du tout... Oui. Non, mais... Absolument, merci de me le rappeler. Mais c'est vrai que donc, je travaille avec beaucoup de gens en freelance. Il y a Sharon qui est là, par exemple, qui est art-thérapeute. Et c'est intéressant, j'aime bien travailler avec des gens qui viennent d'univers très différents. Et c'est peut-être d'ailleurs une bonne opportunité pour te demander ton avis aussi. Donc Sharon, je vais peut-être parler du reste et puis je reviens à toi et je te poserai ma question. Mais donc je travaille avec des gens qui sont aussi bien des acteurs qui ont fait des grandes écoles et qui sont dans la ligue d'impro, que des sophrologues, que des aromathérapeutes, des masseurs, des gens qui viennent de tous les horizons. Et j'aime bien, plus c'est différent, mieux c'est, je trouve. C'est un peu un kaléidoscope d'expériences qui viennent. Et par rapport aux problématiques auxquelles on fait face, je les interroge pour dire, tiens, comment est-ce que tu prendrais ça? Qu'est-ce que tu peux apporter par rapport à ces problématiques? Et Sharon, pour revenir à elle, est donc art-thérapeute, mais elle est aussi psychologue. Et elle travaille avec des ados qui sont les plus compliqués. C'est-à-dire qui sont en institution, après avoir été dans d'autres institutions, etc. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de dire à Sharon, tiens, Sharon, comment est-ce que toi, tu gagnes la confiance de ces enfants qui ont été complètement malmenés par la vie et qui ont vécu plus de la méfiance que de la confiance. Tu veux en dire quelques mots? En question, après, tu as parlé du
pas à pas, avec ces enfants-là, c'est totalement ça. C'est vraiment minutieux. Voilà. Après, j'ai pensé aussi à ce côté, pourquoi on voit plein de choses qui sont tout à fait rationnelles, pourquoi on ne le fait pas en fait, pourquoi on n'est pas transparent, pourquoi on ne se fait pas confiance, etc. Et je pensais au groupe interne, en fait, on reste des humains, on a tous un inconscient, on a tous eu une famille, et notre groupe interne, c'est ça. Alors moi, j'ai une vision clinicienne parce que je suis soignante, et je suis sûre que c'est partout qu'on est en entour des personnes qui sont dans le travail, et qui s'interfèrent. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, non, mais enfin. Comment gagner la confiance des enfants comme ça? Alors, les enfants comme ça, effectivement, c'est très lent. Bref, on a tout dit, c'est exactement ça, être fiable quand on dit quelque chose, le faire. Se rendre compte peut-être de ce qui nous traverse et ce qui fait qu'on ne va pas répondre correctement à un enfant parce que peut-être que en fait on est bombardé par beaucoup de choses émotionnelles et que finalement c'est ça qui va bloquer une réponse qui serait peut-être la plus ajustée parce qu'en fait on est visé parce qu'on est tous des miroirs les uns des autres et que du coup se rejouent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du contenu manifeste mais qui en fait sont des choses d'humain à humain et qui viennent peut-être interférer. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un commentaire. Ouais. Je participais à un échange il y a quelques temps, là, déjà. Et un échange où il y avait, c'était très pluridisciplinaire. Il y avait aussi bien des politiques, des gens de l'Église, etc. Et l'échange portait sur le fait que les référents dans la confiance, dans la vérité, ont changé. Avant, c'était le médecin, c'était le prêtre, c'était ainsi de suite. C'était parfois l'avocat. Enfin, c'était des personnes qui avaient, entre guillemets, autorité publique. Ils étaient reconnus par un statut social. Et depuis l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, maintenant, dès que quelqu'un, et d'ailleurs ça commence même durant les études, il y a un prof qui dit quelque chose, les étudiants vérifient s'il n'est pas en train de dire une connerie. Et donc du coup, il y a une modification complète du rapport à la vérité, entre guillemets, parce que la vérité est manipulable, du rapport à la confiance. C'est que maintenant, on tape tout de suite sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a une information qui vient de réconforter une interrogation qu'on a ou autre. Et la preuve, par rapport à l'être humain, tout le monde fonctionne avec des pseudos, par exemple. Donc, mais c'est vrai que Internet, là, quand on parle des entreprises libérées, quelques apparemment chercheurs ont l'impression que peut-être que ça émerge à plusieurs endroits du monde, ce genre d'entreprises libérées d'une manière différente, et que Internet serait vraiment finalement l'archétype de l'entreprise libérée, parce que c'est plus collaboratif qu'Internet, et c'est plus régulé par les masses qu'Internet, et qu'au final on se met tous à fonctionner comme ça, parce que c'est l'évolution de la société. Pas aussi par Internet. À voir. Je pense que ça peut être un sujet de discussion. Je vais vous dire, la seule chose que je voudrais dire pour conclure, c'est peut-être ceci. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que, la confiance se mérite. Et avant de demander à l'autre s'il mérite votre confiance, peut-être que c'est à vous de commencer par soi-même en se disant, est-ce que moi, en fait, je mérite la sienne? Je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut tous commencer. Voilà. Merci à tous.